remplacer son collègue qui fait du terrain en ce moment, si je me souviens bien. Voilà. Alors je crois que je ne vais pas vous le représenter à nouveau. Vous voyez qu'il est conservateur au musée royal d'art et d'histoire. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous les donnera. Voilà. Eh bien, bonsoir, et ravi de vous revoir. Oui, donc vous avez le bonjour de Nicolas Coe, qui vous remet son Johanna, comme on dit par là-bas, puisqu'il est à l'île de Pâques actuellement. Bon, on va l'excuser de ne pas être là, de ne pas avoir refait le voyage dans le sens inverse. Et donc je m'occupe de la section Amérique en fait, et pas du tout de la section Polynésie, mais en quelque sorte, l'île de Pâques appartient au Chili depuis 1888. Donc ça explique un peu cela. Et puis j'ai eu l'occasion de fouiller pendant 4 années, enfin 4 saisons, avec Nicolas Coe, notamment à l'île de Pâques, donc la raison pour laquelle je suis ici. Vous verrez de temps en temps que je plonge dans les notes, puisque Nicolas n'est pas là, mais il m'a donné tout. Et le PowerPoint, et ses notes. Mais on va essayer de faire sans, même si de temps en temps je vais regarder pour être sûr que j'ai bien dit tout ce qu'il voulait dire. Donc aujourd'hui, on est dans le cycle préhistoire, et on va quand même parler de l'île de Pâques. Alors on pourrait se demander pourquoi. Eh bien parce que tant qu'il n'y a pas d'écriture, on est dans la préhistoire. Donc ça fonctionne, puisqu'il n'y a pas d'écriture à proprement parler à l'île de Pâques. On en parlera peut-être pour les questions. On va terminer donc ce cycle sur la préhistoire par l'île de Pâques, et on va faire véritablement des allers-retours entre les fouilles qui ont été faites depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années par des équipes belges sur place, pour comprendre l'île de Pâques en général, et puis on fera de nouveau un aller-retour dans l'autre sens pour donner des interprétations générales sur l'île de Pâques qui permettent de mieux comprendre les fouilles. Donc vous allez voir, ça va à chaque fois des allers-retours, et le but, si je puis dire, du jeu ce soir, ça va être de vous perturber totalement. Parce qu'effectivement, les fouilles que nous avons entreprises depuis une quinzaine d'années doivent et permettre de remettre tout en question par rapport à ce que l'on sait de l'île de Pâques, et c'est un peu le travail que je vais faire aujourd'hui. Alors, pour vous replonger dans le bain, puisqu'il fait beau, on va rester quand même dans le soleil. Nous sommes donc à l'île de Pâques, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le triangle polynésien. Oui, ce que j'ai mis là, c'est celle-ci. Voilà. Avec, à la pointe de chaque triangle, ici, Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques, qui sont vraiment les 4 angles les plus extrêmes de cette Polynésie. Et toutes les autres îles, bon, vous avez certainement entendu récemment parler de Vanuatu, forcément, qui a subi un cyclone assez terrible. Voilà, la Polynésie, comme le nom l'indique, en grec Polynésie, ça veut dire donc les nombreuses îles, avec une population et un peuplement qui s'est fait à partir de cette région aussi, du sud de l'Asie et l'Indonésie, et le peuplement s'est fait au fur et à mesure, de génération en génération. Le principe est simple, une fois qu'on estime qu'il y a trop de monde sur une île, eh bien, on décide d'en coloniser une autre, et une partie du groupe se dissocie, comme une cellule, par exemple, qui va se diviser, et une partie va aller coloniser une autre île. Ce qui fait qu'effectivement, aussi bien Hawaï que l'île de Pâques que la Nouvelle-Zélande, étant les points extrêmes, ce sont les îles qui sont peuplées en dernier par des populations polynésiennes. Alors pour l'île de Pâques, on a encore des doutes, on ne sait pas très bien. La colonisation, le peuplement de l'île de Pâques date entre le 8e et le 12e siècle de notre ère. Donc c'est vraiment quelque chose de tardif. Là on est, on va dire pour chez nous, en plein art roman. Voilà, l'île de Pâques n'était pas peuplée auparavant, et donc c'est un peuplement très tardif. Alors, ça c'est pour vous dire encore où se situe l'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est à peu près, en somme, c'est un 4h30 de vol d'avion depuis Santiago, on fait une idée, mais c'est un peu plus de 3000 km en réalité qui séparent du continent sud-américain.
annexée, comme je vous le disais en introduction, par Luchy en 1888, et par un effet de plaque tectonique. En réalité, l'île de Pâques se rapproche de plus en plus du pays auquel il appartient, puisqu'il y a donc un rapprochement d'environ 9 à 10 cm par an du continent. Vous allez me dire qu'on a encore le temps de voir venir, puisqu'il y a plus de 3000 km, mais il se rapproche. Alors voici l'île de Pâques, c'est pas très grand, ça, c'est, pour vous situer, c'est une île vraiment triangulaire. La plus longue côte, la côte ici sud, c'est 23 km, et en somme la hauteur du triangle qui est plus ou moins un triangle parfait, enfin isocèle, c'est 12 km. Donc c'est pas très grand, et en somme c'est une surface d'à peu près 170 km², ce qui est la surface de la région bruxelloise et de ses 19 communes. Donc vous voyez, c'est pas une île gigantesque, et elle est marquée par 3 volcans importants. Donc vous avez ici Ranokau, avec son lac intérieur. Vous avez ici Poike, et vous avez Terevaka, avec à peu près 1 million d'années pour Poike, ce qui est donc le premier volcan qui existe, qui va être suivi, puisqu'on est toujours sur la même faille tectonique, un demi-million d'années à peu près après, par Ranokau, et puis ce dernier, le volcan Terevaka, qui en somme surgit de la mer et va permettre de relier les deux autres volcans pour en faire donc l'île que l'on connaît, cette île triangulaire actuelle. Voilà, alors ça c'est ce que vous connaissez. Donc on est ici devant la roue Tangariki, qui est le plus grand, le plus impressionnant, puisqu'il a 15 statues qui sont placées, et qui a été restauré par une équipe japonaise et l'UNESCO en corrélation aussi avec les autorités pasquales. Voici à ce quoi vous devez vous attendre, et en réalité, avant sa restauration, voici à quoi cela ressemblait. Donc ça c'est l'expédition qui a eu lieu en 1934, dont faisait partie Alfred Métro et la Vacherie, qui était un Belge. Voici à quoi ressemblait donc le Raoult de Tangariki, avec les 15 statues couchées, comme vous voyez, qui sont couchées de manière parallèle. Ça a son importance pour la suite du discours. Et pour vous expliquer un petit peu, tous ces murets, bon, une partie ont été détruits, d'autres existent encore. Ce sont des murets qui ont été érigés par une équipe anglaise, l'équipe de Williamson and Balfour, qui était une entreprise en fait qui avait acheté en quelque sorte le droit d'usage de l'île de Pâques pour y faire paître des centaines de moutons. À tel point qu'en réalité la vraie clôture se faisait autour du village, parce qu'on ne voulait pas que les Pascons aillent sur le reste de l'île pour pouvoir exploiter correctement cette île. Cette île a un passé, si je puis dire, colonial assez atroce, il faut bien le dire. Il y a eu des raids de la part de l'Amérique du Sud pour aller chercher des esclaves sur l'île de Pâques pour les amener travailler dans les mines, notamment au Pérou. Il y a eu différentes maladies. Il y a eu un Français qui s'appelait Dutroux, qui s'était érigé en tant que roi de cette île. Et bon, c'était un roi un peu totalitaire, donc c'était pas amusant. Et puis alors, cette compagnie anglaise qui est venue vraiment exploiter les terres, puisque ce sont effectivement des terres, comme vous le voyez ici, des très belles terres avec des très très belles prairies. Et donc pour les moutons, c'était parfait. Mais effectivement, à ce moment-là, on est passé dans une population qui se fait vraiment enfermer chez elle, en réalité. Et donc on compte, on va dire, vers la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, à un moment, un peu plus d'une centaine d'autochtones sur l'île. Actuellement, on est vers 4000-4500 personnes sur l'île. Voilà, alors ça c'est ce qu'on voit. Donc ici vous avez une partie des pans du Ranokau. Vous avez différents Aou. Donc il y a à peu près 300 statues qui sont disséminées sur ces Aou, donc cette plateforme. Et voici à quoi ça ressemble. Alors l'histoire de l'île de Pâques a en somme été écrite
en quelque sorte par les différents chercheurs qui sont venus sur cette île. Et comme je vous le disais, comme elle est colonisée très tardivement et qu'en somme ces monuments sont assez tardifs, eh bien, on a souvent estimé qu'il n'était pas vraiment nécessaire de faire de l'archéologie. Et qu'en somme, les ruines étaient devant nous, il n'y avait plus qu'à les interpréter. Alors c'est ce contre quoi nous nous sommes un peu érigés, c'est-à-dire que, ok, on voit des ruines, on voit des monuments qui sont en ruine, on voit des statues renversées, mais faisons des fouilles et essayons de comprendre le processus qui a amené à ce que l'on voit actuellement. Alors, beaucoup de chercheurs ont donc regardé, en somme, pas fouillé, mais regardé, et ont constaté que tous les monuments étaient dans cet état-là, avec des tas de pierres, avec les statues renversées. Ils ont aussi, vous voyez ici, des statues renversées, un amas de pierrailles, qui donne l'impression que le monument a été effectivement détruit et tous les murs se sont évanouis et pour s'éparpiller en quelque sorte en tas de pierres. Et on a aussi étudié donc le Rano Haraku, qui est le volcan carrière, et on a constaté qu'il y a des statues qui ont l'air d'attendre et que dans la faille, dans les différents lieux que vous voyez ici, notamment et ici, il y a des statues, comme c'est le cas de celle-ci. En somme, il ne reste plus qu'à enlever ce petit morceau et on va pouvoir la retirer de là pour aller l'amener sur une autre plateforme. Et donc c'est une des constatations, je me suis dit, voilà, il y a des statues qui ont l'air d'être terminées, mais qui ont l'air d'être abandonnées sur place. Ils ont aussi étudié les chemins, ce qu'on appelle les chemins des Moai, et on constate effectivement qu'il y a des Moai qui sont non pas sur des plateformes cérémonielles, mais qui se trouvent en somme dans la nature, un peu éparpillés, et on dit qu'ils sont sur des chemins de Moai, c'est-à-dire des chemins qui amènent donc vers les lieux où ils devraient être installés. Et puis on constate, et ce qui est vraiment frappant, notamment quand on arrive en avion, on survole l'île de Pâques avant d'atterrir, dans une très belle courbe, et on constate que, hormis un endroit où on a fait repousser de l'eucalyptus, c'est une steppe, comme vous le voyez, une steppe avec des herbes un peu grasses et collantes, et des cailloux. Ça donne vraiment l'impression qu'effectivement, tout a été rasé. Et c'est ce qui a amené beaucoup de chercheurs, mais parmi les plus importants, c'est John Flanley et Paul Ball, ainsi que Jared Diamond, qui ont écrit sur ce qu'ils vont appeler un effondrement de civilisation. Cet effondrement de civilisation qui est d'ailleurs plus ou moins aussi présent dans la mythologie locale, sous l'effet d'une lutte entre courtes oreilles et longues oreilles. Et donc l'interprétation pour ces chercheurs, c'est que il y aurait une surexploitation du milieu végétal notamment, que cette surexploitation a amené à une destruction notamment de la forêt, qui apportait en partie des fruits, et que devait arriver ce qui devait arriver, c'est qu'on se situe dans un moment où il n'y a plus assez de nourriture pour tout le monde, et que donc c'est la lutte pour cette nourriture, et qu'il va y avoir des combats entre les différents clans rivaux sur cette île. Évidemment, il n'y a pas moins d'échapper, on est sur une île aussi. Voilà un peu le contexte dans lequel on se trouve. On se trouve à ce moment-là dans une sorte de guerre tribale, où on va parler de cannibalisme, et où, outre piller le village d'à côté pour prendre ses réserves de nourriture, eh bien, on va aussi mettre à mal les monuments de nos voisins en faisant tomber les statues, en détruisant les monuments. Voilà donc le panorama qui est présenté de l'île de Pâques et de son histoire, et c'est un panorama qui est d'ailleurs présenté par de nombreux guides qui se trouvent sur place, par d'autres scientifiques aussi, mais c'est l'histoire que on va vous raconter lorsque vous irez vous rendre, visiter l'île de Pâques, qui, honnêtement, c'est vrai, en tout cas pour tout archéologue, constitue un voyage presque mythique aussi vers
vers une civilisation qui est effectivement étonnante par ces grandes statues. Et donc voilà, on se trouve devant cette histoire assez catastrophique, où somme toute la population n'a pas pu se maîtriser face à une déforestation. Déforestation, bon, maintenant on devient un peu plus calme et on n'inclut pas qu'à l'homme, mais aussi à des phénomènes climatiques. Et donc, on doit essayer de comprendre ce qui est vraiment arrivé. Et donc, pour comprendre ce qui est arrivé, eh bien, des fouilles ont commencé par des équipes américaines notamment, mais aussi donc, par l'équipe belge du musée du Cinquantenaire, ainsi que par des Français qui font de l'archéologie sans faire de l'archéologie en quelque sorte. Ils fouillent, mais ils n'espèrent pas trouver des monuments. C'est-à-dire qu'ils fouillent pour trouver des résidus de semences, pour expliquer, en somme, ce qu'il y avait auparavant sur l'île de Pâques. Et donc, lorsqu'on se promène actuellement sur l'île de Pâques, il n'y a pas grand-chose, à part ce qui a été mené par la suite, comme on disait. Maintenant, il y a moyen de trouver de la goyave, il y a moyen de trouver des mangues ou une forêt d'eucalyptus, mais tout ça, c'est de la reforestation des fins des années 50, début des années 60. Auparavant, eh bien, il y avait ces types d'arbres. Bon, on ne va pas regarder les noms. Ce qui est important à tenir, c'est ici ce palmier géant, qui était une espèce très présente sur l'île. Et vous voyez qu'il y a différentes sortes de buissons aussi, des plus grands arbres, et une espèce importante qui est le toromiro, qui est une espèce locale et qui n'existe nulle part ailleurs, à part maintenant dans des jardins botaniques, et qui était donc une espèce endémique à partir de laquelle ils ont notamment fait des sculptures en bois. Voilà donc la diversité avant 1650, voici la diversité après 1650, et voici ce qu'il y avait lorsque, en 1957, on a fait les premières études de la végétation locale. Vous voyez qu'on est passé d'une forêt à plus grand chose. Pareillement, ici, il y a en fait les combustibles utilisés dans les foyers, et on voit qu'entre le 15e et le 17e siècle, ils ont cherché des charbons de bois notamment, et d'autres éléments d'archéobotanique qui ont pu les aider. Les pointes oranges sont donc les herbacées, vous voyez, et jaunes, et ce qui est bleu clair est la part de bois venant d'arbres. Et vous voyez que donc, avant 1640, on retrouve essentiellement dans les foyers des charbons de bois. Par la suite, on va trouver essentiellement des charbons et d'autres résidus qui sont des combustibles qui viennent plutôt d'herbes ou de buissons. Et donc, il y a vraiment, effectivement, un passage d'une forêt à une sorte de lande. Alors voici à quoi ressemble une partie préservée de Tahiti, et vous voyez que c'était normalement à ça qu'aurait dû ressembler l'île de Pâques vers le XVe siècle. Alors ce n'est plus à ça que ça ressemble, comme vous l'avez vu. Alors est-ce qu'il faut pour autant imputer cela aux habitants? Oui, en partie, mais non, parce que pas totalement. Donc, vous savez qu'il y a des phénomènes climatiques qui sont récurrents sur la côte pacifique, notamment l'Amérique du Sud, et notamment du Pérou, très important, ce qu'on appelle le Niño, qui sont des changements climatiques et des changements aussi dans les eaux profondes qui apportent de l'eau chaude ou qu'il y a un basculement de température dans les eaux. Et effectivement, même si à plus de 3000 km, l'île de Pâques subit ces changements. Et donc, on sait qu'il y a eu une période de sécheresse qui a dû intervenir aussi dans la déforestation. Voilà donc le panorama général, et effectivement on se dit, ben voilà, une mauvaise gestion de la nature qui a amené à une crise profonde de la société. Alors ce que nous disons nous maintenant, et je vais vous l'expliquer, c'est oui, il y a eu crise, oui, il y a eu une crise relativement profonde, en tout cas d'un point de vue religieux, mais cette crise n'a jamais été une vraie crise et il n'y a jamais eu de vraie famine, ce qui n'a jamais conduit à une véritable guerre intertribale sur cette île. Et c'est ce à quoi je vais m'employer maintenant pour vous montrer ceci. D'abord, pour vous expliquer, donc on revient à la Haute-Angari, qui est pour vous montrer à quoi ça ressemble normalement. Vous avez
les statues, qui sont sur un petit monticule en pente, qui est bordé par un mur, et puis vous avez une terrasse qui peut être, comme dans ce cas-ci, légèrement en pente ou parfois plate, qui déborde souvent, généralement, du monument lui-même, et sur lequel il se trouve des galets. Je crois que j'en ai une autre. Voilà celle de la Ounandao, qui se trouve sur la seule plage de l'île de Pâques. Donc, ça c'est l'image typique. Vous voyez, quand on vous parle de l'île de Pâques, généralement c'est ça qu'on a en tête. Donc, un moai, son pokao, qui veut dire donc le chignon qui est en scorie rouge, sa plateforme qui est bordée ici de grandes dalles de pierre, surmontée de petits linteaux en scorie rouge, ça c'est ce qu'on appelle les paengas, qui maintiennent la plateforme, et vous avez la terrasse avec les galets qu'on appelle des poros. Ça c'est l'exemple type vous n'êtes pas obligé de retenir les mots polynésiens, mais c'est parce que l'avantage c'est que tout le monde les utilise, et donc on sait de quoi on parle à ce moment-là. Voilà l'exemple type de à quoi ressemble un monument à l'île de Pâques. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons fait plusieurs fouilles. Et nous avons fouillé à Mototaremoriva, nous avons fouillé à Teniu, comme ici. Et je vais donc vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, notre présupposé, c'est qu'en fait, ces monuments n'ont pas été détruits lors de guerre, mais ont été sagement, et volontairement, et de manière non pas violente, démontés pour un autre usage. Et ce qu'on va vous montrer, c'est que, enfin, ce que je vais essayer de vous montrer, je ne fais pas du prosélytisme, on a des arguments pour vous montrer, c'est que, en fait, un haou n'est pas fini. Un haou vit. C'est-à-dire que le haou, on n'installe pas sa terrasse, on n'installe pas sa plateforme, on n'installe pas ses murailles, une fois pour toutes. Mais que ce monument va vivre, et qu'on va installer une statue, puis on va en ajouter une autre, et puis on va démonter ce monument, on va se déplacer, on va reconstruire notre monument, et on va vous montrer, donc par ces différents exemples, qu'il y a eu vie de ces hauts. Alors, petite précision quand même, parce que c'est important, vous voyez l'océan Pacifique, donc comme je disais, rien à la ronde d'habiter, donc le plus proche lieu habité, c'est l'île de Pitcairn, que vous connaissez peut-être. C'est là que les rescapés du Bounty se sont retrouvés et donc ont vécu sur Pitcairn. Oui, la majorité des monuments, ben on en trouve maintenant, parce qu'on a commencé à chercher, on en trouve de plus en plus à l'intérieur de l'île, sont donc des monuments à flanc de falaise donnant sur l'océan. Petite remarque encore, les statues, contrairement à ce que vous voyez parfois, soit écrit, soit dessiné, les statues regardent toujours vers l'intérieur de l'île, jamais vers l'extérieur de l'île. Donc les statues sont des statues d'ancêtres qui sont faites pour regarder le peuple, son peuple, plutôt que de regarder un point imaginaire quelque part dans l'océan qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres. Donc sachant une fois ça, nous allons pouvoir passer à l'explication de nos fouilles et de montrer que ce bâtiment vit. Alors nous faisons, comme tout archéologue, des tranchées à travers le monument. Ça permet d'avoir la stratigraphie, et vous savez probablement que la stratigraphie est le b.a.-ba de l'archéologue, puisqu'il va pouvoir à ce moment-là voir les différentes couches et essayer de recomposer la chronologie du bâtiment. Alors c'est très clair pour nous, peut-être pas pour vous dans ce cas-ci, mais lorsqu'on a fait une première tranchée, on a découvert qu'en réalité, le haou qu'on voit en surface a été précédé par un autre haou sur lequel était venu s'installer celui qu'on voit en surface. Et donc, bon, c'est clair pour l'haou Teniu, pour d'autres, on a chaque fois trouvé d'autres plateformes en dessous de celles que l'on voit en surface. Ce qui veut donc dire que nous avions des plateformes qui ont été construites à un moment, puis ont vécu, si je puis dire, et sur lesquelles on va revenir et installer une nouvelle plateforme. Et parfois, une troisième fois. Vous y entrez?
Ben, allez-y, je ne veux pas, vous n'allez pas réécouter ça juste à derrière la porte quand même. Ben, c'est fait. Excusez-moi. Je ne peux pas empêcher. Donc, ceci est plus clair sur une autre partie du monument. Vous voyez en réalité la statue ici qui est couchée, une partie de sa plateforme, ici sa terrasse bordée par des pierres de champ et des gros galets. Donc ce que vous aviez vu en somme avec l'exemple que je vous avais montré sur la plage. Eh bien ce qu'on a découvert en dessous, c'est qu'en réalité il existe ici un autre parement avec d'autres galets qui appartiennent à une terrasse antérieure et donc qui appartiennent au monument précédent. Ce qui montre donc qu'il est intéressant de faire des fouilles archéologiques, puisqu'effectivement, la plupart des archéologues, ceux dont je vous ai parlé, ont étudié les monuments que l'on voyait en surface, sans imaginer ou sans se douter qu'il existait un monument en dessous. Première chose importante, ce qui nous montre donc qu'un haou, donc une plateforme cérémonielle, vit. Entre guillemets, évidemment. Et que donc, elle a toute une histoire que je vais vous conter à présent. Donc, ces plateformes, on les imagine, ça c'est le dos de celles qu'on a vues tout à l'heure qui sont sur la plage, elles ont leur plateforme, et puis à un certain moment, pour une raison, j'avoue qu'actuellement nous ne savons pas pourquoi, mais pour une raison quelconque, on va décider de clore ce monument. Et pour clore ce monument, eh bien, les statues sont enlevées de la plateforme, et on va faire d'autres choses. Alors vous allez dire, mais où sont passées ces statues, puisqu'on les a enlevées? Eh bien, on est pratiquement certain que certaines statues sont déplacées et sont récupérées pour une autre plateforme, ou pour la nouvelle plateforme qui va être installée. Et on en a pour preuve qu'effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle du recyclage, puisque vous avez cette statue-ci, on en a que la tête, qui a été récupérée pour faire une partie du parement arrière d'un monument. Donc, on parle toujours des moaïs comme étant des ancêtres et des statues auxquelles on ne touche pas. En réalité, ce n'est pas vrai. À un certain moment, elles sont en quelque sorte désacralisées et on peut les récupérer pour faire autre chose, notamment le mettre dans des monuments. C'est le cas pour ce mignon petit moaï de Maitaki Temoa que vous voyez ici. Vous voyez sa tête et son dos. Vous voyez ici. Alors, si le monument n'était pas ici un petit peu effondré à cause de l'érosion qu'il y a sur l'île, on ne se serait peut-être pas douté qu'en fait c'était un moaï. Heureusement, il y a eu érosion et destruction, et vous voyez, on voit parfaitement sa tête qui est là. C'est bien un moaï. Donc ce moaï a été totalement récupéré pour faire le mur arrière de ce haou de Maitaki Temoa. Alors, ce que l'on fait, c'est effectivement, on démonte en réalité ce monument précédent, et outre les statues qu'on récupère soit dans la maçonnerie du suivant, soit qu'on va récupérer pour mettre sur le monument, eh bien il y a aussi l'enlèvement des galets de la rampe. Alors c'est peut-être pas clair pour vous, donc je vous le montre mieux. Nous avons, je vous ai montré au tout début de séance, ces belles terrasses avec tous ces gros galets, ce qu'on appelle les pogons. Eh bien on a constaté qu'effectivement, les gros galets de la terrasse du premier monument avaient été retirés et récupérés. Alors on s'est demandé pourquoi. Surtout un galet, c'est un galet. Bon. Eh bien, ils les ont récupérés, et ils les ont récupérés pour le monument suivant. Et ce qui est intéressant, alors on n'a pas d'exemple, on ne sait pas l'expliquer comme ça, parce qu'on a, comme je vous le disais, en début de séance, il n'y avait plus qu'une centaine de personnes à une certaine époque sur l'île de Pâques. Faire de l'ethnographie avec juste une centaine de personnes, c'est pas grand-chose. Donc on est obligé d'éloigner un petit peu et d'essayer de comprendre mieux la pensée en somme polynésienne. Et si on va à Tahiti, eh bien on sait que pour des monuments cultuels, effectivement, ils avaient aussi des galets, et c'était sur les galets, sur les terrasses, parce qu'on n'allait pas sur les monuments, mais c'était sur les terrasses devant, qu'on faisait les offrandes et qu'on faisait toutes les cérémonies. Et donc, dans ce cas-ci, on suppose que, effectivement, les galets sont devenus en quelque sorte sacrés, ont pris de l'importance, et donc, il était intéressant de les prendre
en les intégrant soit vers le nouveau Aou, mais aussi en les transportant peut-être pour d'autres cérémonies ou pour d'autres usages, voire un Aou plus loin. Nous avons d'autres exemples. Voici la rampe donc du premier Aou, et en fait, vous voyez, après fouille, eh bien, on a retrouvé, alors certains poros, donc certains galets, restent en place, comme ceux-ci, mais d'autres ont été clairement arrachés pour en faire quelque chose, donc pour les transporter vers un autre site. Alors, pourquoi certains sont enlevés, pourquoi d'autres restent? Là, on n'est pas sûr. Il se fait que ceux qui sont enlevés sont généralement ceux qui sont juste en face de l'endroit où se trouvaient les statues. Peut-être que ceux-là étaient plus sacrés et qu'on a pris plutôt ceux-là que ceux d'à côté. Alors, eh bien, on s'est rendu compte aussi, grâce à cette fameuse stratigraphie que les archéologues apprécient, c'est qu'il existait un autre geste de clôture d'un monument. C'est ce que l'on appelle le dépôt de Haniani, qui est de la scorie rouge. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur une île volcanique. Et cette île volcanique a donné en quelque sorte 4 types géologiques. Des grosses roches très tourmentées de magma solidifié, mais on a aussi des scories rouges, qui est importante, puisque c'est avec celle-là qu'on va faire les chapeaux, mais on trouve des poches en quelque sorte de scories rouges. Le tuf volcanique jaune, qui est très important, puisque c'est dans ce tuf volcanique que sont faites les statues, donc les moailles. Et puis, il existe ces poros, qui est un élément géologique important. Alors, on voit ces galets, et effectivement, nous, on imagine que ces galets sont des galets de rivière. Bon, il n'y a pas de rivière déjà sur l'île de Pâques, donc ce ne sont pas des galets rivières. On pourrait imaginer que ce sont des galets roulés dans la mer, mais il existe des galets qui sont la taille d'une table, qui n'ont pas été roulés dans la mer, mais ce sont bien des galets qui sont des formations volcaniques. Donc il y a des sortes de compressions qui vont donner, lors de l'explosion, des énormes boules, et ces boules vont être au fur et à mesure enlevées de leur gangue plus tendre, et ça va être ces poros. Donc revenons à ces Aou, et on constate donc la vie de l'Aou le plus ancien par un abandon, l'enlèvement des statues, l'enlèvement de certains de ces galets, et puis après un certain laps de temps, puisqu'on trouve qu'il y a dans le stratigraphie une couche de sédiments qui se trouve entre les deux, eh bien on va venir mettre du Haniani, donc de la scorie rouge, que l'on va écraser pour avoir une sorte de poussière, et que l'on va donc on va asperger en quelque sorte sur l'entièreté du site. Alors, c'est quelque chose que, bon, ici je ne suis pas sûr que vous allez le voir, mais donc tout ça, ceci est recouvert de scorie rouge. C'est quelque chose que l'on a trouvé sur un site, puis sur 2 sites, puis sur 3 sites, donc on en trouve sur tous les sites. Il semble bien que, effectivement, à la fin d'un monument, lorsqu'on le scellait, lorsqu'il était abandonné, eh bien on le scellait par cette couche de scorie rouge. Et donc, aussi que tout ça ne se fait pas dans l'immédiateté. Donc, on sait, il y a à chaque fois des couches entre les moments où on constate qu'effectivement, entre le moment où on abandonne, il va se passer un laps de temps avant qu'on vienne prendre les galets, et puis il va se passer un laps de temps avant qu'on vienne mettre l'entièreté, enfin, qu'on recouvre l'entièreté de cette scorie rouge. Et donc, cette ruine, après, on a une impression de ruine, effectivement, mais somme toute, c'est une ruine quand même très très organisée. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment détruite. Alors, il y a des cas particuliers. Nous, on a étudié beaucoup de monuments, mais pas tous. Alors, on peut, en grosso modo, généraliser, effectivement, il y a vie des monuments. Et donc, à la fin du monument le plus ancien, eh bien, il y a donc ce démontage qui se fait de manière systématique. Puis, il y aura un deuxième monument, et il y aura un état que l'on voit
aujourd'hui et qui est interprété actuellement comme un état de guerre sur lequel on a détruit. Et je vais vous montrer qu'en réalité, cet état n'est pas un état de guerre et de vandalisme, mais est bien exactement la même chose que pour les monuments anciens. On a décidé de clore, de terminer ce monument, et on va reprendre exactement tous les mêmes processus. Alors malheureusement, on ne peut quand même pas généraliser, tous ne fonctionnent pas comme ça. Certains monuments sont plus détruits que d'autres, avec des statues qui sont mises un peu dans n'importe quel sens. Il ne faut pas éliminer un processus qui existe véritablement. Pour la petite histoire, donc à Haut-Tangari, que je vous ai montré au tout début avec les statues qui étaient bien mises, en réalité, avait été restauré une première fois, et puis il y a eu un tremblement de terre marin, et il y a eu un tsunami, et tout a été de nouveau renversé. Et la force des vagues est impressionnante, puisqu'on a retrouvé une statue à plus de 150 mètres de l'endroit où elle devait être. Le Japon et l'UNESCO ont réinstallé, mais effectivement c'est un phénomène qui peut exister, mais qui ne peut pas expliquer l'entièreté des monuments et la destruction de l'entièreté des monuments. Ça peut expliquer le cas pour celui-ci de Onemaki, mais ça ne peut pas expliquer tous les monuments. Ici on est sur la côte sud où effectivement la côte est vraiment très proche de la mer, et donc c'est possible. Mais pour d'autres côtes, notamment la côte nord, il y a des énormes falaises, et là, de toute façon, le tsunami n'a pas d'effet. Alors, pour la petite histoire aussi, lorsqu'il y a les premiers explorateurs, donc vous n'êtes pas sans savoir, enfin je pense, que c'est James Cook qui est le premier à... pas James Cook, excusez-moi, Jacob Roggeveen, pardon, qui à la fin du XVIIIe siècle passe au large de la côte de l'île de Pâques. C'est le premier à découvrir l'île de Pâques, et qu'il nomme évidemment parce qu'il était là le jour de Pâques. C'est aussi simple que ça. Et puis il y aura d'autres grands marins explorateurs qui vont passer près de l'île, dont James Cook, et aussi la Pérouse. Et à chaque fois, il va avoir évidemment des arrêts, puisque c'est l'occasion d'avoir un peu d'eau et d'avoir des victuailles. Et donc ça c'est quelque chose qui est important aussi, c'est que à aucun moment les Européens qui se sont arrêtés n'ont pu remplir leur cale. Donc si on était dans un moment de véritable famine et de guerre, il est quand même surprenant que notamment James Cook ait pu remplir les cales de son bateau avec des poules, ainsi qu'avec des patates douces et d'autres racines. Donc en cas de famine, généralement on donne rien aux gens. Hein. On essaye de garder tout ça pour soi. Et il y a eu quelques explorateurs qui sont descendus à terre et qui ont été voir à quoi ressemblait cette île. Et donc en 1832, il y a encore un témoignage de statues debout. Nous, nos études ont montré que certaines statues étaient déjà déposées dès la fin du XVIIe siècle. Alors, ça c'est la première chose qui nous a surpris évidemment, c'est que si nous avons une guerre intertribale qui se produit, généralement, c'est la grosse bataille, et on renverse tout et on casse tout. Ben là, sur une durée de 150 ans, c'est mieux que notre guerre de 100 ans en Europe. Et pourtant, ils étaient peut-être 7 ou 8 000 sur l'île, donc je dis, c'est une guerre qui a duré très longtemps. Donc ça a été notre première question. Puis la deuxième question, c'est qu'en réalité, je vais prendre un témoin, vous décidez de détruire le monument de l'autre. Est-ce que vous vous amusez, en quelque sorte, à déposer toutes les statues parfaitement parallèles? Ça prend du temps. Quand on est vraiment très fâché, qu'on a envie de casser, on ne se donne pas cette peine-là. Alors certains ont dit, mais oui, mais c'est simple, c'est effet de domino. On tape sur une et les autres tombent. Oui, mais enfin, là, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur le domino, parce que d'habitude, on pousse l'un vers l'autre, ils devraient être empilés les uns sur les autres. À la limite, si on les avait trouvés couchés sur le côté ici, ils se seraient tous fait tomber, mais là, elles sont couchées bien droit devant elles. Donc, ça ne marche pas. Voici le détail, vous voyez qu'elles sont parfaitement parallèles et qu'elles sont installées juste devant leur monument. Ce qui est assez particulier aussi, c'est, hormis l'exemple que je vous ai montré un peu plus loin, pratiquement tout le temps, je ne peux pas vous donner le chiffre, on est là du 90%,
les statues sont couchées devant le monument. Quand on est vraiment très en colère et que le monument se trouve près d'une falaise, moi j'aurais tendance à le pousser dans la falaise. C'est une belle grosse destruction, ça tombe dans l'eau, c'est fini. On a fait des explorations marines. Ben, il n'y en a pas dans l'eau. Donc toutes ces statues de gens renversés par des gens en colère se trouvent non seulement devant les monuments, mais mis parfaitement parallèles les unes aux autres. Il y a des exceptions et je vais vous les expliquer. Parce qu'on a une explication à tout. Enfin, presque tout. Alors il existe, je regarde un peu l'heure, ça va, il existe quand même des statues qui sont cassées. On dit, oui, mais elles sont cassées. Ah oui, ça on ne peut pas le nier, elles sont cassées. Mais il faut savoir que ces statues, comme je vous l'ai dit, sont dans un tuf volcanique jaune, et c'est extrêmement friable. La preuve, c'est qu'il y a un Finlandais qui n'a rien trouvé de mieux, il y a une dizaine d'années, de prendre un morceau de moelle pour l'emporter chez lui. Ça se casse vraiment très facilement. Pour la petite anecdote, la manière dont ils l'ont plié est une manière très polynésienne encore. Ils l'ont fait mettre sur une estrade sur l'aéroport et il a dû s'excuser publiquement devant la population de son geste. Je trouve ça amusant. Il faudrait plus faire ce genre de honte publique, en fait, je trouve. Pardon. Pour vous dire que donc il y a ce tuf volcanique qui est vraiment très très friable et qui est très facile à casser. Et donc, oui, la statue est cassée. Elle semble toute. Elle est en connexion. Donc elle est cassée où? Elle est cassée à l'endroit le plus simple et le plus fragile, le cou. Est-ce que cette cassure date de l'époque où elle a été renversée? Probablement pas. En réalité, comme elle est appuyée, eh bien oui, à un certain moment, ça va casser. Ça, c'est les cassures par flexion, que je vous montre par un simple schéma. Oui, le point de faiblesse se situe au cou, et à un moment il casse, mais ne déconnecte pas du tout la statue. Or, si on l'avait vraiment renversée avec fracas, et on l'avait lancée devant, je ne dis pas que la tête aurait roulé, tel un décapité un peu plus loin, mais en tout cas, elle ne se trouverait pas parfaitement dans le prolongement, et parfaitement en connexion. Il existe un autre type de cassure, ce qu'on appelle les cassures par porte-à-faux. Ah oui, parce que parfois elle se trouve au-dessus de la terrasse, donc elle est renversée, elle est sur son ventre. Ben oui, à un certain moment, la traction terrestre fait qu'à un moment, le cou va casser. Ce qui n'empêche qu'elle est toujours dans ce prolongement, donc il n'y a pas d'enlèvement. D'ailleurs, même si on avait envie de casser, malheureusement, on le voit par les images à la télé ces derniers temps, quand vous avez envie de casser, effectivement, vous cassez, tel Mossoul ou autre. Voilà, ici, oui, les monuments ont l'air cassés, mais somme toute, les oreilles ne sont pas cassées, les nez ne sont pas cassés, on aurait pu vraiment éclater totalement la tête, mais non, elle est là, elle est dans la prolongation. Et donc, notre interprétation, c'est qu'effectivement, la fin des monuments vit une autre histoire. Donc je vous ai expliqué, les monuments vivent, à un certain moment de leur vie, on arrête de les faire vivre en quelque sorte, et on déplace les statues, on enlève les galets, on met une couche de scorie rouge, une première fois, une deuxième fois, voire une troisième fois, ou une quatrième fois. La seule différence, c'est qu'à un certain moment, ça s'arrête. Et on le sait, puisque effectivement les Européens n'ont plus, enfin à part quelques exemples, n'ont plus vu de monuments en fonction. Donc, il y a un changement, c'est sûr, et ce changement se marque par quoi? Par l'arrêt d'utilisation des Yaourts. Et cet arrêt d'utilisation des Yaourts se marque comment? Eh bien, on ne déplace plus les statues, on en fait quelque chose d'autre, et on va les déposer également. C'est donc la fermeture totale de ce Yaourt, donc on ne les déplace plus, c'est fini. Alors, bon, ça c'est... Vous voyez que si on les avait jetés, le nez et ici les sourcils ne seraient pas entiers. Donc, cela montre qu'ils ont été non pas jetés, mais déposés. C'est un cas qui est peu visible, mais je vais vous montrer le deuxième. Celui-ci est vraiment exceptionnel. Donc, les fouilles auxquelles j'avais participé, je tourne les pages pour voir si je ne dis pas, si j'oublie rien. Voici l'exemple de la Haute-Aignou, qui est
symptomatique de quelque chose. Non seulement on l'a déposée, vous voyez qu'elle est parfaitement préservée, vous voyez ses oreilles, bon, un petit bout qui a été cassé, mais ses oreilles sont encore parfaitement sculptées, l'arête ici est parfaite. Et ce que l'on constate, eh bien, c'est que la statue, non seulement a été déposée, mais elle a été déposée volontairement pour que son corps serve à une nouvelle utilisation, une utilisation funéraire. Et donc, ce qui a été fait dans ce monument, donc à la dernière phase, eh bien, on l'a transformé, ce haou, en lieu funéraire, et donc, on a placé des dalles, ici, comme vous voyez, de champ, et puis on a déposé le moaï, et donc ce que vous voyez ici, ou là, c'est le ventre du moaï, qui forme à présent le plafond d'un petit caveau, dans lequel on a retrouvé en réalité une sépulture multiple, puisqu'il y avait plusieurs crânes, beaucoup trop de fémurs pour que ça appartienne même à 2 personnes. Donc c'était des sépultures collectives où on mettait donc les ossements. Et donc, on a un peu de mal à imaginer maintenant un argument quand même supplémentaire. Je suis très en colère, j'ai envie de casser le monument de mon voisin. Ben, non seulement je laisse tomber la statue, mais je ne la casse pas vraiment, mais en plus j'en profite pour faire un caveau en dessous. On ne peut pas dire qu'on est vraiment dans le feu de l'action, de la colère. Donc, on a différents exemples comme ceci où, clairement, la statue n'est pas mise à mort en quelque sorte, mais bien déposée pour en faire une nouvelle fonction. Et c'est là qu'effectivement, en étudiant d'autres monuments, on constate que la fin des haous se marque par le même processus que par le passé, mais on en fait quelque chose des statues, et notamment on en fait des couvercles pour des sépultures. C'est le cas de Haou Hanga Pokura, où vous voyez donc les statues, je pense, et vous voyez, les statues sont véritablement enfoncées ici, comme vous voyez, dans le sol, et on a pu voir effectivement qu'il y a également un caveau parfaitement aménagé avec des parois et des murs qui sont faits de gros galets. Et donc, on passe d'un monument liés aux ancêtres avec leurs statues, à des statues qui sont déposées et qui vont servir à ce moment-là de caveau, en tout cas pour une partie. Ça c'est pour vous montrer ce que vous voyez, donc le cercle bleu, c'est le carré bleu ici, pour que vous puissiez vous repérer sur le morceau de statue qui est utilisé. Un autre exemple ici, clairement, on se trouve un Outaïr à Vinapu, qui est très connu, Vinapu, qui se trouve en bout de piste d'aviation. Les statues ne sont pas mises parallèlement, mais elles forment véritablement une sorte d'éventail, comme vous voyez ici, recouvert de galets, et là encore, eh bien, l'équipe de Thor et Yordal, et donc ces différents archéologues qui accompagnaient cette expédition de Thor et Yordal, ont mis au jour d'autres caveaux. Donc on n'est pas justement tombé sur le site unique, non, c'est quelque chose qui existe dans de nombreux endroits. Voilà, donc on voit ici parfaitement donc, la statue, le ventre, la base du cou et le menton, qui est celle-ci qui est parfaitement enfoncée. Donc ici, non seulement la statue a été basculée, mais en plus, elle a été déposée dans une fosse qui a été creusée. Là, encore une fois, on a vraiment du mal à imaginer un acte de violence. Un autre exemple, vous voyez, ici on a de nouveau le cas avec une statue qui sert de couvercle, en quelque sorte, à ce caveau. J'accélère un petit peu quand même. Je sais. Et alors, la dernière étape, c'est que cette fois-ci, donc je vous ai dit, processus, on stoppe le monument, on enlève, je m'excuse de me répéter, mais c'est pour bien, on enlève les galets, on attend un laps de temps, j'avoue qu'on ne sait pas quel est le laps de temps, mais il y a en tout cas un dépôt qui va se faire, on va mettre cette scorie rouge,
Et cette fois-ci, on dépose les statues, et après avoir déposé les statues, on va couvrir le monument de cailloux pour en faire comme on a en Bretagne ce qu'on appelle des cairns, c'est-à-dire vraiment des monuments qui sont emballés par les cailloux. Et donc ce que les autres archéologues ou nos prédécesseurs pensaient être, ou même les touristes en réalité, disant « Ah, mon Dieu, que ces monuments sont en ruine, regardez ce tas de cailloux qui a l'air effondré ». En réalité, on a regardé le tas de cailloux, et il est totalement impossible que le tas de cailloux, notamment, vous voyez, tout ce tas de cailloux, vienne du monument au-dessus. Il y a beaucoup de monuments où on a encore la plateforme sur laquelle étaient déposées ces statues, et on ne voit aucun effondrement. Il n'y a pas un mur qui est tombé et qui a lâché en quelque sorte tout l'intérieur. Non, on a vraiment un apport supplémentaire de galets pour clôturer et fermer totalement ce monument. J'espère que vous aurez l'occasion tous d'aller un jour à l'île de Pâques, et j'espère que vous verrez mieux parce que vous découvrirez sur place. Mais vous voyez qu'ici, encore une fois, on a le mur ici. Ceci est le mur de la plateforme supérieure, le moelle qui est tombé, et on est venu déposer par-dessus des galets, enfin de la pierraille, pour emballer en quelque sorte le monument. Et donc quand on fouille, eh bien voilà ce qu'on trouve, effectivement, c'est donc une partie du parement qui est de la plateforme, la statue, l'entrée par laquelle vous avez ici le couvercle du caveau, son ancienne terrasse, le parement et le parement du bord de la terrasse. Voilà, et pour vous expliquer, donc, je pense que là vous avez du mal à le voir, vous avez donc l'ancienne terrasse, la tête du moelle, donc on a creusé vraiment dans la terrasse pour venir enfoncer la tête du moelle pour qu'elle serve de couvercle au caveau. Vous avez une couche de terre et vous avez, vous le verrez après en bas, ici une fine couche de haniali, donc de cette scorie rouge mise en poudre. Et puis, il y a, à nouveau, un certain laps de temps qui va se produire, puisqu'on a de nouveau des dépôts qui sont placés, et puis sur lequel on va venir déposer à ce moment-là et emballer par les pierres. Et donc c'est un processus beaucoup plus long et c'est beaucoup plus complexe que simplement nous reversons les statues parce qu'on n'est pas content et qu'on a pillé le voisin d'à côté. Au contraire, il y a une véritable préméditation et on clôture dans un processus qui ne se fait d'ailleurs pas dans la semaine, mais qui se fait sur une longue échéance, puisqu'effectivement nous avons des couches de terre et de dépôt entre les différents moments de clôture totale de ce monument. Alors vous allez me dire, oui, mais ces carrières abandonnées, on voit des statues qui sont là sur les pentes du volcan, elles attendaient quoi? On les présente comme étant des statues qui allaient aller sur les plateformes. Qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi on les a abandonnées? Alors j'avoue que c'était, quand moi j'ai débarqué la première fois à l'île de Pâques, c'est l'image que j'en avais. On a abandonné le volcan Carrière, comme ça, comme si à un moment on avait dit fini, on arrête tout, déposez tout, on touche plus à rien, un peu comme dans Masterchef, touchez plus à rien. Sauf que moi, j'avoue, la première fois que j'ai été là, la première réflexion que j'ai faite, enfin, les statues du volcan Carrière ne sont pas du tout les mêmes que les statues qu'il y a sur les plateformes. Regardez, elles ne sont pas les mêmes. Enfin, je ne sais pas, là vous me croyez peut-être comme ça parce que vous êtes gentil, mais ce n'est pas du tout les mêmes parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. Donc vous voyez, ils sont beaucoup plus longs. Je tourne. Ça sert à rien de pointer sur l'écran ordinateur, par exemple. Oui, on a toute une série de statues et on les présente comme étant installées debout et elles se sont pris tout l'effondrement et les percolations du haut du volcan. Ben, malheureusement, lorsqu'on fouille, c'est pas ça qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve une magnifique fosse, parfaitement aménagée, avec un muret, et on a placé en réalité le moine à l'intérieur. Et puis, on est venu mettre la terre. Alors,
Alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, ces moailles, c'est une race de géants, ces endroits-là, puisqu'il y en a qui font 10-12 mètres, ce sont les plus grands moailles qui existent, et qui sont enterrés à 2 tiers, il n'y a pratiquement qu'un tiers qui dépasse. Voilà un exemple. Un autre exemple qui a été fouillé, vous voyez que non seulement il est bien installé dans sa fosse, mais en plus, regardez, il a une belle pierre qui est légèrement concave sur laquelle on a pu installer ce moaille. Donc, il ne faut pas présenter ces moailles comme étant des statues qui allaient être déplacées et être mises sur des haouts. Non, elles sont en place. Elles sont parfaitement en place, installées dans leur fosse avec les pierres de calage, ou comme ceci, une sorte de petite assiette pour déposer. En plus, lorsque ce monument a été fouillé, on a trouvé un petit bassin vraiment creusé dans la roche-mère. Je vais revenir à ce petit bassin dans un instant. Alors, de quand datent ces statues? Ces statues-là sont beaucoup plus tardives. C'est un style différent. Je vais vous faire une comparaison dans un instant. Non seulement c'est un style différent, mais nous avons des exemples pour pouvoir les dater, puisque nous avons un magnifique bateau ici, avec 3 mâts, et ici une ancre. Donc le premier bateau qu'il a pu voir, pour le graver, c'est 1776, il n'a pas pu le faire autrement. Donc ici on se trouve avec une statue qui, au mieux, a été faite fin du XVIIIe siècle. Là vous pouvez me dire, oui mais enfin la statue pourrait exister déjà depuis 2 siècles, et puis on a fait les gravures dessus. Sauf que là, on a un problème d'usure, parce que voici la photo qui a été faite en 1956. Vous avez ce bateau qui est parfaitement dessiné, qui est bien visible, avec un tuf très lisse, qui est typique d'un tuf qui a été enfoui en réalité. Parce que le tuf, à l'air libre, s'use très très vite par l'air, mais aussi par l'eau. La preuve en est, c'est que pour que tout le monde puisse bien voir ce bateau, il a été dégagé totalement, et vous voyez dans quel état il se trouve en seulement 50 ans. Donc s'il avait séjourné réellement très longtemps à l'air libre, il ne serait pas dans cet état-là, ce qui nous laisse penser donc qu'il date effectivement de la fin du XVIIIe siècle. Voici la petite comparaison, comme ça vous allez me croire réellement. Vous voyez que les moailles du volcan Carrière ne sont pas du tout les mêmes que ces moailles qui se trouvent sur les hauts. D'abord, ils sont beaucoup plus étroits. Ensuite, ils ont une toute petite tête, avec un dessus de tête vraiment très étroit. Impossible de venir mettre un chapeau quelconque là-dessus, impossible de mettre un poucave, alors que sur celle-ci bien. Le nez ici, vous voyez, a une arête de nez assez arrondie et plutôt des narines épatées, alors qu'ici, on a une arête de nez marquée. Pareil pour le menton, ici le menton est bien marqué. Ici, il a l'air de faire partie de la suite du corps. Et les proportions ne sont pas les mêmes non plus, puisque sur ceux-ci, la tête fait à peu près 1/3 de la hauteur totale du moaille, alors que sur ceux-ci, la proportion est plutôt d'1/4. Et le corps, à part les mains que vous voyez peut-être ici, vous voyez les doigts, ne porte pratiquement aucun décor, à part donc ses doigts et le petit nœud du paréo, on va dire, alors que celles-ci ont très très régulièrement des gravures à la face devant et dans le dos. Donc ce ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on a voulu faire croire que c'était les mêmes. Alors donc, on s'est mis en tête de détruire un peu cette idée de volcan carrière, où les statues, en somme, étaient terminées et n'attendaient plus que quelqu'un vienne les chercher pour les amener. Donc, je vous ai montré que ce n'étaient pas les mêmes statues. On n'a aucune statue du style du Rano-Karaku, quelque part sur les plateformes. Ensuite, toutes ces statues sont enterrées profondément et sont installées avec une petite plateforme ou avec une sorte de socle à l'intérieur. Donc, c'est bizarre alors qu'elles devraient juste être en attente pour partir. Ensuite, on a pu montrer que parfois elles sont enfoncées, comme vous avez vu, à 2/3, donc ça voudrait dire que l'érosion du volcan aurait été telle qu'elle aurait pris des mètres cubes de terre pour vraiment l'enfouir. Donc, nous pensons qu'effectivement, une fosse lui a été creusée pour l'installer, mais pour l'installer à demeure.
Alors vous allez me dire, mais il y a quand même plein de statues qui sont dans la montagne, qui sont inachevées. En réalité, nous, on joue sur les mots, c'est pas qu'elle est inachevée, c'est qu'elle est franchement inachevable. Et donc, nous avons ce cas-ci, qui est assez flagrant. Vous avez une énorme tête qui a déjà été sculptée, mais ici, il n'y a plus de tuf volcanique. Pourquoi faire une tête si il ne sera jamais possible de faire un corps? Vous avez un cas ici, vous voyez, la statue est ici, dessinée, il n'y a plus qu'à l'enlever, on va dire. Or, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils ont travaillé. Ils travaillent vraiment par tranches, ils enlèvent ici. Pourquoi venir creuser, pourquoi s'ennuyer à faire une statue là-dedans, alors que vous avez toute cette couche de tuf par au-dessus? C'est bizarrement fait. Normalement, enfin, et ça se voit pour les mois précédents, ils ont vraiment travaillé de manière systématique comme une exploitation de carrière normale. Vous avez aussi d'autres statues, là, vous voyez, ici vous avez un visage avec le nez qui est là, celle-ci est juste à côté, vous en avez une autre juste au-dessus. Honnêtement, ce n'est pas possible de le prendre. Si vous enlevez celle-ci, vous arrachez une partie de celle qui est précédente. Inversement, si vous commencez par celle-ci, vous arrachez et vous êtes dans la possibilité de passer et vous arrachez l'autre. Donc, l'image que nous, on se fait de ceci, c'est pas... Alors, celui-là est carrément inextréable, si je puis dire. Je vais vous donner le chiffre parce que Nicolas me l'a dit. Donc, elle fait plus de 20 mètres. Bon, et si on l'enlevait, elle peserait plus de 50 tonnes. Bref, la chose tout à fait impossible à enlever. Et puis, je vous dis que la fragilité même du tuf volcanique fait que le matériau et la résistance du matériau fait que, de toute façon, elle aurait été cassée dès qu'on aurait tenté de la soulever. Oui, ça, c'est pour vous montrer l'échelle. Oui, on est là. Hein. Donc, ça s'appelle le géant. C'est pas pour rien. Vous avez d'autres exemples, mais j'essaie d'accélérer un peu. Vous voyez ici le nez, le front, le menton, le corps. Il y en a une qui est dans le sens ici. Il y en a une autre ici. Enfin, bref, il y en a vraiment de tous les côtés. Et notre conclusion, c'est qu'en réalité, le monument, le Rano Raraku, le volcan carrière, n'est plus un volcan carrière à un certain moment dans son histoire. On n'extrait plus des moailles, mais on ceinture le volcan de moailles d'un type différent que l'on installe et qui empêche en fait l'extraction de nouveau et le déplacement de nouveau. Mais en réalité, puisque j'étais venu il y a 3 semaines vous parler d'un rupestre, on rupestrise en quelque sorte l'entièreté du volcan en y dessinant à gauche et à droite des moailles, un peu comme les Bouddhas de Bamiyan par exemple qui sont creusés dans la roche. On a l'impression que le volcan devient une sorte d'imagier général, mais dans lequel on n'a plus l'intention d'enlever des statues. Alors c'est le cas aussi pour Punapau, qui est la petite carrière. Punapau, c'est un petite cheminée à l'extérieur, un peu plus loin, et qui est la source une des sources principales de cette scorie rouge, dans lesquelles on a fait ces chapeaux. Et on a trouvé également là aussi des fosses pour mettre ces chapeaux. Et on a même trouvé, à certains endroits, des demi-chapeaux qui émergent. Alors là, ça n'a pas de sens. Si on fait un demi-chapeau, ça ne ressemble plus à rien. Alors, certains ont voulu l'explication, en plus ils sont gigantesques. Ce sont des chapeaux qu'on n'aurait jamais pu mettre sur la tête d'un moine. Alors, bon, il y a toujours des explications. Il y a des gens, quand ils ont une théorie, ils veulent toujours l'expliquer. Ils ont dit, oui, mais c'est une scorie qui s'érode très facilement, et donc, on l'aurait roulée, et le temps qu'on la roule, elle se serait érodée, et une fois qu'on serait arrivé, elle aurait eu la même taille. C'est quand même franchement tiré par les cheveux, d'autant plus que la majorité de ces pukao ne sont absolument pas cylindriques, mais sont plutôt de coupe ovale. Vous imaginez un peu l'eau, blancs, et à la fin du compte, on aurait justement la bonne taille. Bon. Nous, on pense que c'est exactement la même chose, le même processus que le Rano Raraku. On clôt la carrière, et on la clôt de quelle manière? En laissant en place des choses qui ne sont plus déplaçables. Venons-en au chemin des moailles, parce qu'effectivement, il y a des moailles donc au Rano Raraku, il y a des moailles sur les plateformes, mais il y a des moailles qui, entre guillemets, se baladent sur l'île. Alors,
Vous avez les chemins rouges et les chemins jaunes. Les chemins jaunes, c'est ceux qui se voient par satellite. On les voit encore bien, parce qu'ils étaient empruntés, effectivement, de manière régulière. Les rouges, on les a retracés, on a essayé de les voir, effectivement. Voici ces moelles. Et l'explication de ces moelles sur ces chemins, c'est que, voilà, ils sont partis du volcan Carrière. Il y a eu une commande quelque part de l'autre côté de l'île. On a commandé un morail et on est en train de le livrer. Et, l'explication, c'est pourquoi sont-ils abandonnés comme ça sur ce chemin. L'explication par certains archéologues, c'est que, à un moment, on a dérapé, on n'est pas parvenu à le maintenir, il est tombé, il était cassé, on l'a abandonné sur place. Encore une fois, on a un problème, c'est qu'il y en a peu qui sont cassés. D'autres ont expliqué qu'effectivement, on a monté une pente, et puis, ils étaient dans la pente, ils sont tombés. Oui, mais pour bien faire, avec la même pente, ils devraient tous tomber dans le même sens, ce qui n'est pas le cas. On n'en a que 18 qui sont brisés, il y en a 28 qui sont intacts. Donc s'ils étaient intacts, pourquoi on n'a pas continué à faire le chemin et aller plus loin avec eux? Bon, ça c'est un autre exemple, j'accélère un petit peu, où ils sont toujours en connexion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'encore une fois, ils ne sont pas tombés, on ne les a pas de nouveau dans un moment de vengeance fait tomber ni cassés, d'abord parce qu'il y en a 2 tiers qui ne sont pas cassés, et qu'ensuite il y en a une bonne trentaine qui ont un petit oreiller ou une sorte de matelas en cailloux. Donc si vous voulez détruire, encore une fois, vous vous amusez pas à déposer correctement sur un tas de cailloux que vous avez décidé de disposer. Donc encore un élément qui nous perturbait, on se disait, si on casse dans la violence, c'est quand même étonnant qu'on se donne autant de peine. Et puis on a étudié les stries qui sont faites sur ces corps de moailles, dans ce tube volcanique. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment une roche qui est très tendre. Eh bien, on a analysé le sens de ces stries. Et lorsque, on va revenir à la précédente d'ailleurs, lorsque le moaille est dressé, et lorsqu'il pleut, le dessus de son crâne va vraiment être perforé. Selon les endroits plus tendres, il va vraiment être comme grêlé à son sommet, et sur son dos, il va avoir des stries verticales. Alors, ces stries verticales ont mis un certain temps à se creuser, ça se fait pas en 2 jours, ça se fait en plusieurs dizaines d'années. Mais, lorsqu'on étudie bien ces moailles, eh bien, on découvre maintenant, sur les moailles couchées, des stries qui vont dans l'autre sens, l'écoulement. Donc, on voit qu'effectivement, ils sont couchés depuis un certain temps, mais pas longtemps, puisque les stries sont très fines. Par contre, ils sont restés en fait debout très longtemps, puisque ces stries verticales sont très profondes et montrent bien que le sens de la pluie fait qu'ils ont été striés dans la verticalité et non pas sur les côtés. Alors, on s'est quand même dit, on est archéologue, on va quand même fouiller, on va fouiller au pied d'un de ces moines et voir à quoi ça ressemble. S'ils étaient en chemin, on devrait trouver aucune structure. L'archéologue, ça ne le dérange pas de parfois fouiller pour rien du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même découvert quelque chose. Ce moine qui, soi-disant, se balade, n'est pas encore arrivé chez lui. Bon, on s'est quand même donné la peine de creuser dans la roche-mère, donc c'est pas qu'on lui a fait un truc, on l'a vraiment creusé dans la roche-mère, un petit bassin pour parfaitement le placer. Et ce qui est amusant, c'est qu'à côté de cet endroit pour le placer, eh bien, on a découvert aussi un petit bassin, probablement sur de petits bassins à libation, comme on avait trouvé déjà au Ranaraku. C'est donné qu'encore une fois, bien du mal pour une statue qui ne ferait que passer. Ça, c'est pour rappel, donc, l'exemple du petit bassin. Je tourne, je regarde si je n'ai rien oublié par rapport à ce film. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi Wales, qui était un lieutenant de James Cook, lui s'est baladé sur l'île de Pâques, et il a vu des statues qui étaient dressées. Mais il précise dans ses notes qu'elles n'appartenaient ni à une architecture, ni au Ranaraku. Que donc, il existait effectivement des statues qui étaient dressées sur l'île sans avoir de structure. Donc ce chemin de l'île de Pâques où on aurait des statues qui étaient abandonnées, on émet des doutes, encore une fois, sur celui-ci-là. Alors voici une reconstitution
du transport des statues qui nous a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en plus ça a été subsidé par le National Geographic, pas mal, excusez du peu. Alors, il y a un truc qui nous fait rire, c'est qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les archéologues réfléchissent différemment quand il s'agit d'île de Pâques que quand il s'agit de cultures telles, par exemple, la Grèce ou l'Égypte. Quand on décide de faire une statue, généralement, on va chercher la matière première, on se l'installe dans un atelier, on la sculpte, et puis on installe la statue. Ce qui paraît logique. C'est ce qui a été fait pour le Moyen-Âge, pour la Grèce antique, pour l'Égypte. On n'a jamais taillé une statue et fini une statue dans une carrière de granit avant de transporter la statue, par exemple, dans le temple de Karnak. On n'a jamais fait ça. Et jamais aucun archéologue va songer à ça. Évidemment, comme on part d'un a priori qui est mauvais, à savoir que les statues qui se trouvent sur le volcan Carrière sont des statues qui sont prêtes à partir, tout le monde imagine qu'effectivement, ce que l'on transporte n'est pas un bloc de pierre, mais des statues. Et comme en plus on constate que la statue n'est ni usée au nez, ni usée sur le dos, on s'imagine qu'elle a dû être transportée soit dans une sorte de petit baldaquin sur des rondins, soit, comme dans ce cas-ci, qu'elle a été carrément transportée debout. Alors là, il y a des vrais problèmes. Bon, ils n'ont pas pris du vrai tuf, ils ont pris du béton, premier truc. S'il avait pris avec du vrai tuf, à mon avis, ça n'aurait pas fonctionné. Ils ont pris une statue, mais en même temps, ils l'ont réduite parce qu'ils trouvaient que faire une statue de bonne taille, elle ne va pas s'ennuyer, mais ils ont respecté le sens de gravité. Et puis, ils sont venus lui mettre des cordes au niveau du visage, un des endroits les plus fragiles. À mon avis, s'il avait fait avec du tuf volcanique jaune tel que celui de Van coup, il aurait déjà perdu la tête depuis longtemps. Alors ils sont très très contents, ils ont pu le faire danser, donc en passant d'un certain côté à l'autre, et il a bougé un peu comme ça, et ils sont arrivés en pratiquement 1 heure à faire avancer de 100 mètres. Exceptionnel, mais ce n'est pas la bonne matière, ça aurait pu casser. Et qu'est-ce qu'ils ont prouvé avec ça? Qu'effectivement, ils peuvent déplacer une statue qui n'est pas de la bonne taille sur un sol plat. Nous, on serait curieux de voir avec un vrai tuf, s'il parvient à se déplacer sans casser sa tête, sans éclater son socle, et qu'il parvienne à réaliser des pentes, aussi bien montantes que descendantes, avec cette statue. Bref, pour nous, ils n'ont strictement rien démontré, si ce n'est pour nous une idiotie qui est de penser qu'on a déplacé les statues achevées. Et ce serait bien la seule civilisation qui décide de déplacer des statues achevées depuis sa carrière jusqu'à l'endroit où on va le déplacer. Et une autre preuve, c'est que très régulièrement, en avant des haouts, la plupart des gens fouillent le haou mais ne fouillent pas devant le haou, donc nous on a fait des tranchées devant, on est tombé sur des poches de ce tuf jaune. Et donc, il doit bien venir de quelque part, et pour nous c'est simple. On a amené un bloc et on l'a taillé sur place, et c'est normal qu'on trouve ce tuf. Donc, pour nous, il y a des vrais problèmes parce qu'une partie des gens n'ont pas fouillé, beaucoup de gens n'ont pas fouillé. Et lorsqu'ils ont fouillé trop peu ou trop court, et donc n'ont pas les résultats qui devraient être importants. Alors vous allez me dire, donc, il n'y a plus de volcan, qui n'est plus une vraie carrière, il n'y a plus de haou, qu'est-ce qui se passe, somme toute? À un moment, on clôt, on ferme, on termine, on dépose les statues, on les tisse sur le caveau, on les ferme. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, autre chose. On change. Alors oui, on sait qu'il y a eu une crise, en quelque sorte, écologique. Oui, il faudrait être débile, si je puis dire, de ne pas se rendre compte qu'une île qui était pleine de bois, à un moment, il n'y a plus un arbre dessus. Je veux dire. Et donc, les gens se sont quand même mis à réfléchir, et il y a eu une transition vers un culte des ancêtres, vers autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est le culte, ce qu'on appelait de l'homme-oiseau, ou du maké-maké, qui est une divinité qui était bien connue, mais qui faisait partie d'un panthéon de divinités. Mais dans les sociétés polynésiennes, ils ont des divinités. Ces divinités, généralement, ont créé le monde, mais une fois qu'ils ont fini de créer, en somme, on n'entend plus parler. Et c'est les ancêtres qui deviennent les intercesseurs entre les humains et les divinités. On s'adresse à ce moment aux ancêtres. Manifestement, la population n'est plus contente des ancêtres, ça ne marche plus. Les statues ne fonctionnent plus, on les dépose et on passe à autre chose. Et bien on s'adresse directement à la divinité, et donc on installe au-dessus du volcan du Ranokau, qui a l'avantage, lui, d'avoir un lac intérieur rempli d'eau,
c'est la seule eau potable qui a moyen de trouver sur l'île. Parce que cette roche, cette île est tellement volcanique, tellement poreuse qu'en réalité, quand il y a une pluie, ça percole tout de suite et l'eau disparaît. Et donc c'est l'eau qui est importante. Au-dessus de ce volcan, ils ont construit un petit village, le village cérémonial de Rongo. On sait qu'il y a eu des cérémonies, puisque lorsque les Européens sont arrivés, c'était là qu'il y avait des cérémonies, et c'est donc un missionnaire qui a fait arrêter ce culte de l'homme oiseau. Et ce culte consistait en quoi? Eh bien, d'attendre les oiseaux migrateurs. Vous avez peut-être vu le film, c'est mauvais, mais bon, il est une jolie film. Mais, où ils doivent descendre la falaise, il y a quand même un pic de 180 mètres, nager, alors on a bien insisté qu'il y a des requins, enfin, des requins, bon. Aller sur l'île de Motonui et attendre patiemment qu'un des oiseaux migrateurs, et de préférence, bon, il y a des fous à pattes bleues, mais il y a aussi surtout un autre oiseau qui est vraiment gigantesque, qui est une hirondelle de mer, Manutara, et on va attendre d'avoir son œuf. Et une fois qu'un des compétiteurs a l'œuf, il doit retraverser le bras de mer et apporter cet œuf au-dessus de la falaise, et c'est son clan qui va diriger pendant un certain laps de temps la société. Le chef va être en quelque sorte divinisé, c'est lui qui va notamment établir tous les tabous. Le mot tabou est un mot polynésien, tous les tabous qui vont être ceux de la nuit. Et ils attendent dans quoi? Que l'oiseau ponde, ils attendent dans des petites fosses, et là, et bien justement dans ces petites cavernes, qu'est-ce qu'on trouve? Non pas des représentations de Moai, mais du visage de Makemake, qui est la divinité aux grands yeux, aux oreilles. Parfait, je suis dans le travail. Et donc, le changement de société qui se produit, eh bien, voici la carte des répartitions des Haou. Vous voyez, ils sont tout le long des côtes. Il y en a un peu moins à l'intérieur, et on en trouve tout le long. Et nous, on a donc fouillé ici, on a fouillé ici, on a fouillé là, et on a fouillé là, donc on a quand même fouillé à peu près à différents endroits. Voici donc la carte des répartitions des Haou. Et on va passer à quoi? À quelque chose qui était vraiment étalé sur tout l'île. On va revenir à quelque chose qui va être rassembleur. Et donc, là où on avait des clans, plusieurs petits villages, avec chacun leur monument cérémoniel, eh bien, on va être rassembleur, et tout va se dérouler où? Va se dérouler autour du Ranokao et de ce culte de l'homme oiseau, avec la fermeture de ce volcan carrière, où toutes les divinités, où tous les ancêtres sont à présent rassemblés en un seul lieu et ne sont plus éparpillés sur cette île. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je suis sûr que vous avez plein de questions. Je remercie aussi beaucoup Serge Lemaître pour cette belle démonstration qui montre encore une fois combien les préjugés sont tenaces et vont à l'encontre de la moindre réflexion. Je vous cède immédiatement la parole pour des questions, des réflexions. Oui, alors, vous avez dit qu'il y avait peut-être 7000 habitants environ sur l'île. 4005. Ah oui, à une époque, dans le passé, oui. Oui, dans le passé, et puis qu'on est redescendu à une centaine d'habitants. Alors, est-ce que c'est dû simplement aux rencontres avec les Européens, ou les Européens avaient déjà trouvé un nombre réduit d'habitants quand ils sont arrivés? Il y avait un nombre plus réduit d'habitants, mais pas à ce point-là. Alors, un élément dont je n'ai pas parlé, et pourtant je devrais, puisque ma compagne est anthropologue physique, et c'est elle qui a étudié les squelettes qu'on a découverts lors de nos fouilles, et elle a étudié aussi les squelettes qui se trouvent au musée Engler, qui se trouve donc sur l'île. Elle n'a vu et elle n'a trouvé aucune trace de violence. Ce qui est bien particulier pour un peuple qui est censé se taper dessus. Il n'y a pas de crâne défoncé, il n'y a pas de blessure, ou un truc comme ça. Bon, mais surtout, ce qui l'a intéressé, c'est à savoir est-ce qu'il y avait eu famine. Alors, elle n'a pas trouvé non plus de traces de famine. Elle a trouvé des traces dans l'étude des dents, notamment des enfants, des traces de malnutrition à certains moments de la vie, qui a pu mener à des décès,
mais pas aussi pire, si je puis dire, que ce qu'on aurait pu s'attendre à une certaine époque. Et donc, ils vont, est-ce que Nicolas m'a préparé aussi des dias supplémentaires pour vous expliquer tout ça. Le vrai problème est européen. Bon, ils ont apporté des maladies, il ne faut pas nier. Certains vont être, comme je vous l'ai dit, pris en esclavage et vraiment en nombre amenés au Pérou pour travailler dans les mines. Ils vont revenir de cet endroit avec la lèpre. C'est quand même pas terrible non plus. Donc il y a beaucoup de gens qui vont mourir sur place de la lèpre. Et d'ailleurs, une partie des gens possèdent encore de manière inoffensive la lèpre. De manière génétique, on voit qu'ils sont encore porteurs de la lèpre. Donc il y a eu l'esclavagisme, il y a eu la lèpre, et il y a eu la déportation. Il y a des gens qui sont partis à Tahiti. Il y a beaucoup de Pascons qui ont actuellement encore de la famille à Tahiti. Donc tout ça fait qu'effectivement, fin du 19e siècle, on n'est plus qu'à une centaine, 112, je crois, le chiffre final. Plus effectivement, à ce moment-là, comme il y a eu une véritable domination par ce groupe anglais, il y a eu une vraie malnutrition des gens. Ils ne pouvaient plus avoir de champs ou papa dans leur village, donc ils ont fait un peu pousser ce qu'ils pouvaient dans l'espace, mais leur espace dans lequel ils faisaient pousser les choses a disparu. Donc oui, il y a eu, c'est beaucoup à cause de l'européen. C'est pas la question. Mais alors vous allez peut-être me dire, bon, ok, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de végétation, qu'est-ce qu'ils mangeaient en fait? Les gens sont alors, on avait dit, il n'y a plus d'arbres, donc avec quoi vont-ils pêcher puisqu'ils ne peuvent plus se faire de bateaux? C'est pas faux. Bien, on a eu l'expérience avec nos ouvriers, on travaille toujours en collaboration avec les gens, et donc les Pascons se sont dit, ce week-end on va faire une belle fête, on va manger du poisson. Et on les a vus prendre un bec ou un filet, et ils l'ont jeté, comme un grand filet, ils l'ont jeté dans la mer. Que je sais que c'est une technique de pêche bizarroïde. Et puis ils l'ont laissé pendant 24 heures, et le lendemain, ils ont été reprendre le filet et ils l'ont enroulé. Vous voyez, et puis ils ont pris plein de poissons. Et voici notamment les poissons qu'on peut pêcher, c'était très très bon, chair, très ferme, très agréable. C'est simple de pêcher, en fait. On n'a pas besoin d'un bateau, on peut pêcher depuis la rive. Il y avait des plongeurs aussi. Donc on a trouvé dans leur alimentation beaucoup de coquillages. On se nourrit de coquillages. Et ils ont une espèce de cigale de mer qu'on appelle des râpés-râpés. C'est des petits crustacés comme ça, une chair beaucoup plus fine que le homard, délicieux. Avec un petit mangue, ça. Et il y a moyen, il suffit de plonger dans les rochers, on en ramasse autant qu'on veut. Il y a des oursins qui sont excellents aussi, et ils ont des sortes de bigorneaux qu'on ramasse aussi. Et puis, d'un point de vue végétal, alors là, ils sont... Oui, ça c'est un autre poisson. Voici un peu tout ce qu'il y a moyen de trouver. Du taro, des bananes, de l'inam, de la patate douce. Et ils ont trouvé un système qui est... voilà, d'abord, on est sur une terre volcanique. Donc la terre, la vraie terre, est très très riche. Il y a moyen de faire pousser des choses de manière très facile. Pratiquement une fois par jour, il pleut. Parfois, il pleut bien plus qu'une fois par jour, mais je veux dire, c'est balayé par les vents, mais en même temps, et il peut faire chaud, mais en même temps, il y a la pluie tropicale journalière. L'ananas pousse de manière fantastique là-bas. Un petit ananas, c'est aussi très 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 bon. Et puis, dans des endroits un peu plus arides, alors ça a l'air moche comme ça, on peut le dire. On se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire pousser dans ce tas de cailloux? C'est abominable. Eh bien si, justement, c'est eux qui les ont mis, ces cailloux en partie. Et c'est fait exprès. Ils ont parfois creusé des trous pour faire pousser des bananiers. Ils protègent en fait la racine du palmier, puis ils poussent. Et donc ça garde le pied humide et à l'ombre. Et puis, dans des champs, on dirait que c'est un champ de cailloux, mais en réalité, ces cailloux permettent de garder la chaleur, ce qui fait que même la nuit où il y a des différences de température très fortes, le caillou va ensemble redonner cette température au reste du sol. Et donc, il n'y a pas vraiment de rupture entre la nuit et le jour, première chose. Ça protège la base des racines aussi. Et puis surtout, pendant la nuit, ça va capter l'humidité dans l'air, et le matin, vous allez avoir une rosée. Et donc, il n'y a même plus besoin d'irriguer, il y a l'eau suffisante que pour faire pousser. Donc, en réalité, on a traité ces Polynésiens d'abrutis profonds d'avoir coupé tous les arbres de cette île, mais ils avaient une agriculture qui était bien pensée et qui est une agriculture
que nous ne connaissons plus. Nous, cette agriculture, on charrue à fond, on a des grands champs qu'on fait pousser. Eux, bon, c'est plus délicat, ils ne peuvent pas faire des plantations sur des hectares, ils ne vont pas récolter tout. Ils ne sont pas là pour un grand rendement, mais en même temps, ils ont un système d'agriculture qui fonctionne vraiment très très bien. Voilà, pour un peu élargir, pour dire qu'ils ont mangé et qu'ils mangeaient suffisamment. C'est peut-être aussi varié, mais non, c'est des avions qui apportent à manger. Qu'en est-il de leur écriture ou de leur pseudo-écriture? Qu'en pensez-vous? J'en pense mal. C'est pas une vraie écriture. Je vais vous montrer, alors, puisque j'ai l'illustration. C'est ce qu'on appelle le rongo-rongo. Donc on a trouvé des tablettes qui sont pour la plupart toutes conservées au Vatican. Et ils sont en boustron-fédon inversé. Ça veut dire que une fois qu'on arrive à la ligne, donc c'est comme si on écrivait, je vais vous le faire. C'est comme si on écrivait par exemple A, B, C, D, et que la ligne est ici. Après on va faire E, F, G, H, et puis on va reprendre ici J, K, L, M, et on repart dans l'autre sens, bon, O, P, Q, vous voyez? Donc ça c'est un boustron-fédon inversé, donc on commence à lire comme ça, mais on se retourne et on tourne la tête, pour continuer, puis on retourne, et puis voilà. C'est ce qu'on appelle le boustron-fédon inversé. Donc vous voyez des images, je redescends. Voilà. On les voit avec la tête, et puis on va les retrouver avec la tête ici, vous voyez, en bas. Enfin bon. Alors, il y a beaucoup de linguistes qui se sont penchés là-dessus. Il n'y a pas assez de motifs pour en faire un alphabet, mais il y en a trop que pour faire des syllabes. Donc, d'un point de vue écriture, ça marche pas. L'autre problème, c'est que on a des motifs qui se répètent et qui ne sont jamais, enfin, qui pourraient être associés à quelque chose, mais en tant que tel, ils se répètent tellement souvent que c'est un peu bizarre. Ça serait un peu leur E, si je puis dire. Nous, on a beaucoup de E, ça pourrait être leur E, mais ça fonctionne pas. Alors, on a demandé à un Pasco, donc au début, en 1912, 1914, on lui a demandé, tiens, mais c'est une écriture, et il a fait, oh oui, et il a commencé à lire. Ah, il suivait, il mettait son doigt, et il racontait une histoire. Et on a fait confiance, c'est un Pasco, il sait ce qu'il raconte. Et puis on a pris la même tablette, et on lui a redemandé une histoire. Et il a raconté une histoire totalement différente. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, ce qu'on pense, et ça existe dans d'autres cultures, c'est un support à mémoire plutôt qu'une véritable écriture. Et un des autres arguments, vous voyez, ça c'est c'est ce que l'on voit ici. Donc ça c'est l'homme oiseau. Hein. Vous avez son genou, son pied, son dos, sa tête, son bec et son bras. Et vous avez ce motif ici qui se retrouve ici, ou l'oiseau. Donc ça c'est quelque chose de toute façon très tardif. Et puis on les a vus signer aussi des traités, des conventions, et bizarrement quand on leur a demandé de signer des choses, ils n'ont absolument pas signé avec des motifs qui se retrouvent dans les tablettes dites à écriture. Donc ça pose un problème. Par contre, ils ont utilisé, vous voyez, des motifs comme ce motif-ci, qui est le même que l'on trouve ici, que l'on trouve lui gravé sur des pierres. Donc, si ce rongo-rongo était une écriture, il y a un problème, c'est ni alphabétique ni syllabique, et en plus, c'est quelque chose qui n'était pas utilisé par les gens et qui permettent un support de mémoire, mais pas vraiment une histoire. Si j'ai bien répondu à ce que... Voilà. Mais en même temps, je suis pas spécialiste en linguistique. Vous avez dit donc que les statues avaient été sculptées sur place, il n'empêche que les blocs dans lesquels on a sculpté devaient quand même être énormes. Oui. Est-ce qu'au niveau du transport, ça pose pas quand même problème ou bien... Là, ça marche beaucoup mieux avec... je veux dire, c'est plus facile de ne pas casser un bloc que de casser un nez ou un front en transportant une statue. Donc, si vous avez un bloc à transporter, vous n'êtes déjà pas obligé de le transporter sur sa petite base ou sur sa grande base. Et même s'ils n'avaient pas
beaucoup de bois. Bon, je vous l'ai montré avec les premières images, le déboisement qui se fait. Au moment où les statues ont été déplacées, il y avait encore du bois, et il y avait encore du bois en suffisance. À partir du moment où il n'y a plus de bois et qu'on a que de l'herbe, ben les statues apparemment ne les bougent plus. Et donc on pense qu'effectivement ils ont dû les déplacer. Enfin, ça me paraît le plus logique, c'est d'avoir déplacé simplement sur des rondins et ça roule. Et il y a moyen, avec en somme peu de gens, de déplacer. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ce tube volcanique est aussi, outre être assez fragile, il est relativement léger. C'est pas la pierre ponce, hein, mais je veux dire, c'est un matériau qui est relativement léger. Donc, on va déplacer 3-4 tonnes. Il faut, pour la même masse de volume, vous auriez un bloc de marbre, vous voudriez être un sculpteur grec, ça serait autre chose, quoi. Mais pour ça, c'est pas... ça attire tellement de fantasmes, l'île de Pâques, on y a vu des extraterrestres, il y a eu tellement de théories abracadabrantes, et on n'est pas parti des bons a priori, et on est surtout parti d'un a priori que, en somme, ces gens que l'on voit un peu malingres, dont il ne reste plus que 112 personnes au début du 19e siècle, complets en bonne santé, on se dit, mon Dieu, c'est sauvage, c'est quand même pas eux qui ont fait cette civilisation qui a l'air incroyable. Il faut savoir que c'est... bon, c'est un a priori très colonialiste, mais il faut savoir aussi, c'est que eux, ils ont des grandes statues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le matériau pour le faire. En réalité, si vous allez aux Marquises, par exemple, ils ont aussi des statues. Si vous allez dans d'autres îles polynésiennes, ils ont aussi des hôtels avec des statues. Par contre, ils ne sont jamais arrivés à ce gigantisme que sont les statues de l'île de Pâques, puisque la plus grande qui a été déplacée et qui se trouve, enfin qui a dû se trouver sur la route, fait 9 mètres quand même. 9 mètres. Donc si vous allez aux Marquises, par exemple, il y a des grands, ce qu'on appelle des tikis, mais le plus grand fait un peu plus de 2 mètres. Donc on n'est pas dans la même proportion, mais par contre, ils n'avaient pas, eux, un tuf aussi léger, aussi tendre et facile à travailler. N'hésitez pas. Est-ce que la population de l'île de Pâques, il y a quelques siècles, était complètement isolée du reste des îles? Il n'y a pas eu de contact, de commerce, enfin, génétiquement, ça pose un problème, c'est vrai. Oui. Alors quand il y avait une migration et qu'il y avait un peuple qui s'établissait, on pense qu'ils étaient au moins 300-400 quand même à s'établir. Donc pour un patrimoine génétique, ça reste correct, c'est suffisant, avec les principes même qui sont les principes polynésiens de l'exogamie. Donc on va chercher sa femme dans le clan d'à côté, et donc ça évite les mélanges au sein d'une même famille. Là où on a un problème, c'est effectivement est-ce qu'ils étaient vraiment hors de contact de tout le monde. Effectivement, il y a plus de 2000 km de mer autour. Est-ce qu'ils ne sont restés tout le temps sur contact? On n'en sait rien, mais on a des problèmes en tout cas. C'est-à-dire qu'au Pérou, on a trouvé du poulet, qui est typiquement polynésien. Par contre, à l'île de Pâques, on a trouvé de la patate douce, qui est typiquement sud-américain. Comment se sont-ils procurés ces aliments? Honnêtement, là, pour le moment, on n'en sait rien du tout. Et d'un point de vue patrimoine génétique, là, on a des vrais soucis pour le comparer avec les pascons actuels. Parce que les pascons actuels, comme il en restait très très peu, ben, ils ont été mélangés, si je puis dire, avec des Tahitiens, avec des Européens, avec des Chiliens. Et donc, pour finir, le patrimoine génétique qu'on a du mal à le comparer avec un patrimoine ADN qu'on pourrait retrouver dans les squelettes plus anciens. Donc, on a du mal à savoir, effectivement, si on aurait par exemple du péruvien chez le pascon ou inversement. Là, on est en difficulté. Mais si on veut prendre des exemples d'autres îles, on constate par exemple que Pitcairn est éloigné de tout aussi. Mais en même temps, on a trouvé sur Pitcairn des outils qui sont faits dans un coquillage qui n'existe pas sur cette île, mais que l'on trouve sur une île qui soit à 1500 km de là. Voilà. Et il y a eu des expériences, et celle-là qui est partie d'autres expériences de traversée pour arriver jusqu'à l'île de Pâques. En réalité, je ne dis pas que c'est facile de trouver l'île de Pâques quand on est sur un bateau, mais il faut savoir que les Polynésiens étaient des grands navigateurs. Ils avaient une magnifique connaissance des étoiles. On pense toujours aux étoiles parce que c'est ça, et le soleil parce que c'est grâce à ça que nous avons voyagé, nous sommes déplacés. Mais ils avaient une excellente connaissance de la mer et des courants marins. Ils savent, si je puis dire, lire l'eau. Et ils voient,
ils sentent où il y a des courants et ils peuvent se mettre sur un courant qui va les amener dans la bonne direction. Et en somme, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais il se fait qu'un des courants principaux qui passe par là, en venant de Tahiti, passe par l'île de Pâques. Si on vient de Tahiti et qu'on est en bateau, il faut presque le faire exprès de passer à côté de l'île de Pâques. Ou alors il est dans la brume. Parce qu'il y a un courant vraiment qui peut l'amener, qui peut l'amener dessus. Donc, oui, peut-être. C'est difficile à dire. L'île de Pâques, on a toujours parlé du mystère de l'île de Pâques. Là, j'ai essayé de vous montrer que tout n'est pas mystérieux et qu'il y a moyen de discuter les choses. Mais au moins, il y a quand même encore une part d'ombre et de choses qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne sait pas expliquer à l'heure actuelle. D'autres questions ou remarques? N'hésitez pas, c'est pour. Si vous voulez savoir, je ne sais pas si je vais montrer à quoi ressemble l'île de Pâques actuellement. Certains d'entre vous sont déjà allés à l'île de Pâques. Ah non. Ah ben voilà. Voilà, alors ça c'est l'Anchile qui fait les. Bon, on a l'impression qu'ils sont en train d'atterrir sur de l'air, c'est pas vrai, c'est une très belle piste d'aviation. Et d'ailleurs, c'est la plus longue piste d'aviation de tout le Pacifique. Elle est extrêmement longue parce que l'île de Pâques était censée être l'échappatoire au cas où la navette Columbia et les suivantes devaient, par une erreur de calcul, ne pas atterrir dans le bon endroit. C'était l'endroit où la navette spatiale américaine aurait pu atterrir. Et c'est les Américains qui ont payé le prolongement de cette piste. Et c'est là qu'il y a eu récemment, d'ailleurs, toutes les expérimentations de décollage du méga super Boeing 700, je ne sais pas combien, 67, je sais pas quoi. C'est là qu'ils les ont fait, parce qu'ils ont une belle piste, et si jamais ils se crachent, au pire, ils se crachent dans l'eau. C'est pas bien grave. Et donc, maintenant, il y a tous les jours un départ depuis Santiago, depuis peu, il y a un départ depuis Lima, et puis alors, vous pouvez venir depuis Papeete. Donc voilà, il y a 11 liaisons par semaine. Ce qui fait que de cette population qui fait plus ou moins 4500 habitants, vous avez en forte saison jusqu'à 6000, 6500 habitants. Mais avec ce qu'il faut, je veux dire, il y a des bomberos, il y a des pompiers, des polices, il y a un petit port, il y a des routes, il y a des petits marchés. C'est pas non plus, c'est un village, vous n'avez pas trop. Donc il y a quand même des règles urbanistiques, on ne peut pas construire à plus de 2 étages, donc les autres. Pas de méga hôtels sont permis, il y a des grands hôtels, mais qui sont tous des petits bungalows, vous n'avez jamais trouvé une tour, une tonne, des trucs comme ça. Il y a un dancing, il y a un terrain de foot, il y a des marchés, il y a. Voilà, c'est Rangaro, il y a un marché, de temps en temps. Il y a même une connexion Internet. Qui marche pas bien, mais qui a le mérite d'exister. Voilà. Des loueurs de voitures, enfin vous avez tout ce qu'il faut, des petits restaurants. De quand date la première expédition archéologique vraiment scientifique? Elle date de 1912, quand une Anglaise décide, sentant que ça n'allait pas très bien se passer en Europe à cette époque-là, a décidé de faire un grand voyage et pour finir, s'est trouvée très très contente de rester sur l'île jusqu'en 1919. Et voilà, elle a fait les premières fouilles à l'île de Pâques. On va dire scientifique, c'est-à-dire qu'elle avait quand même un passé de géologue et qu'elle savait ce qu'elle faisait. Bon, les stratigraphies ne sont pas impeccables, mais enfin, je veux dire, il y a des bonnes recherches qui ont été faites, couplées à de l'ethnographie locale. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a enquêté auprès de certaines personnes, et tout le monde le dit, il faut aller interroger lui c'est tout. Et donc, elle a été interrogée cette personne-là, et puis quand Thor Heyerdahl est venu dans le milieu des années 50, il a interrogé des gens, et il a dit, oh c'est incroyable, on raconte la même chose, la même transition, la même perpétuation des mythes. Ah oui, mais il a interrogé la même personne. Tout le monde lui a dit qu'il avait toujours interrogé la même personne. Donc, en fait, l'ethnographie est un peu bizarre, parce qu'on dit, enquête ethnographique, en même temps, sur 112 personnes. C'est pas terrible, et en plus, on a toujours été interrogé la même personne. C'est l'ethnographie un peu bizarre. Mais donc, les premières fouilles, à partir du début 1912, et puis en 34-35, l'expédition franco-belge, avec la vacherie, qui a fait des fouilles, qui a fait plus des farfouilles que des fouilles, si on peut dire. Il était surtout là pour étudier la population, et puis
Donc son collègue Raphaël Métro était là pour faire surtout l'ethnographie. Il faut dire qu'il faut quand même prendre à César ce qui appartient à César. Raphaël Métro est un vrai chercheur, un vrai anthropologue. La Vacherie, bien qu'il ait été directeur du musée où je travaille actuellement, était plus un illuminé, puisqu'il avait trouvé de l'écriture dans l'Indus, vous voyez comme on est quand même loin, hein, et qu'il trouvait qu'il y avait des ressemblances entre les motifs de l'Indus et ce qu'on trouvait sur les tablettes Rongo-Rongo, et son départ, c'était essayer de prouver qu'il y avait des contacts. Il n'en a jamais trouvé, forcément. Mais donc, ça a été sa première approche, et puis il a surtout collecté des informations, fait des dessins, il s'est intéressé à l'art rupestre, notamment. Il a écrit un livre sur les pétroglyphes de l'île de Pâques. Et puis donc, dans les années 50, Thor Heyerdahl est arrivé, il était accompagné de Mulloy, qui était et un autre Suédois qui ont fait des fouilles. Et puis alors, par la suite, il y a eu beaucoup d'équipes américaines et puis belges. Voilà. Merci beaucoup. Si personne ne demande plus la parole, je remercie encore notre conférencier. Je rappelle à ceux qui suivent l'atelier culinaire qu'il a lieu demain, donc au restaurant. Et sinon, la prochaine conférence, lundi prochain, c'est sur la cuisine au 19e siècle par Peter Scholz. Voilà. Voilà, bonne soirée.